bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous et merci pour votre fidélité. Alors, donc, la radiothérapie nous semblait moins connue dans la pratique, dans sa gestion, comment se préparer, la réhabilitation post-traitement, etc. Et nous avons eu d'ailleurs la grande chance hier d'avoir Madame Fromentin qui nous a expliqué justement comment bien se préparer à une gestion, comment bien se préparer à une séance de radiothérapie, comment gérer les potentiels effets secondaires. Et hier soir, nous avons eu le professeur Chargari qui nous a fait une webconférence sur la radiothérapie des cancers gynécologiques et qui nous a expliqué des méthodes innovantes pour cibler la tumeur et limiter au maximum les effets sur les tissus sains environnants au travers de la radiothérapie et de la curithérapie. Alors aujourd'hui, nous avons la grande chance d'être accompagnés par le professeur Giraud. Donc, professeur Giraud, vous êtes oncologue radiothérapeute à l'hôpital européen Georges Pompidou et vous êtes président de la Société française de radiothérapie oncologique. Merci d'être avec nous, bienvenue. Et donc, vous allez nous parler du traitement des métastases osseuses et métastases cérébrales. Alors, les métastases, vous allez nous le redire, mais en gros, c'est quand le cancer qu'on appelle primitif va se loger dans d'autres organes ou dans d'autres localisations. Et donc, là, aujourd'hui, ces localisations, nous allons parler de l'os et du cerveau et qui peuvent donc entraîner des douleurs, des compressions. Ça, vous allez bien nous le réexpliquer. Donc, on comprend très bien qu'il est important de traiter ces métastases, mais surtout d'avoir des techniques extrêmement ciblées pour pouvoir préserver les tissus environnants. Donc, professeur Giraud, vous allez nous parler bien sûr de ces techniques très innovantes que vous maniez au quotidien, de leurs indications et aussi comment ça se passe en pratique, parce qu'on va le voir, parfois ça peut être un peu impressionnant avec les masques, etc. Donc, encore merci d'être avec nous. Alors, avant de commencer cette webconférence, désolée pour ceux qui participent régulièrement et qui ont le droit à ma petite explication technique. En bas, vous avez plusieurs onglets. Un onglet chat sur lequel, voilà, vous nous dites bonjour, etc. Merci. Un onglet questions. Alors, cet onglet questions est important pour Laure et pour moi. C'est là où vous allez pouvoir poser vos questions et que Laure et moi remonterons au professeur Giraud lors de la session questions-réponses. À la seule condition, bien évidemment, que ces questions soient d'ordre général, car il ne s'agit en aucun cas de téléconsultation et que pour toute question d'ordre personnel sur votre santé ou celle d'un proche, merci de vous rapprocher de votre équipe soignante qui est la seule habilitée à pouvoir répondre à vos questions. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence. Laure, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Eh bien oui, bonjour à tous d'abord. Pour vous dire que sur nos différents réseaux, donc cancer du sein, cancer du poumon, cancer gynéco, cancer colorectal, bien évidemment, il y a des personnes qui vivent avec une maladie métastatique. Et la prise en charge de ces maladies, notamment au niveau radiothérapie, est différente. Et c'est pourquoi je suis particulièrement ravie de vous accueillir, professeur, pour que vous puissiez répondre, donc nous expliquer en fait déjà les objectifs et comment on traite ces métastases, et puis répondre aux questions spécifiques des uns et des autres. Alors comme on a déjà fait une longue introduction, je vous passe tout de suite la main et je vous remercie. On vous retrouve donc à la fin de la présentation pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Oriane. Merci beaucoup, Laure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de participer à cette émission. La radiothérapie traite 200 000 nouveaux patients par an, traite 70% à peu près des patients en cours. Donc, c'est l'une des techniques les plus importantes au niveau de la cancérologie. Et peut-être c'est celle la moins bien connue, comme Oriane l'a bien cité. Elle est complexe, il y a des rayonnements, etc. Donc, on va essayer de
vous montrer un petit peu les choses. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la radiothérapie en conditions stéréotaxiques. Je vous ai préparé juste quelques diapositives pour introduire le sujet et puis je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Je vais vous parler donc d'une partie très innovante, hein, c'est la nouvelle radiothérapie qu'on appelle en conditions stéréotaxiques. On réduit en radiothérapie stéréotaxique. On va parler aujourd'hui plutôt des métastases. Alors, c'est une technique qui est ancienne, hein, c'est une technique qui a été inventée par un neurochirurgien dans les années 50. Vous voyez que c'est vraiment pas très, très récent. Elle a été développée pour les tumeurs intracrâniennes, les localisations cérébrales métastatiques étant très, très fréquentes dans tous les cancers, alors un petit peu plus fréquentes dans le cancer du poumon, par exemple. Et l'idée, c'était d'optimiser, hein, d'augmenter le rapport entre l'efficacité de la radiothérapie, qui est bien connue, et la toxicité. Souvent, c'était la toxicité qui réduisait les indications, voire les possibilités de la radiothérapie. Alors, ces dernières années, il y a eu plein d'avancées techniques, hein, que vous avez vues, alors avec des noms compliqués, CyberKnife, Gamma Knife, etc. L'idée, c'est de sortir du cerveau, qui est la localisation la plus utilisée et la plus proposée, et la proposer dans tout le corps, le poumon, le foie, l'os, comme on verra. S'il y a une définition à retenir, c'est une très forte dose dans un très petit volume avec une très grande précision. Très forte dose, pour vous donner une idée, la radiothérapie classique, c'est 50, 60 Gray. Le Gray, c'est l'unité de la radiothérapie, c'est 1 joule par kilo. Ici, on va avoir des équivalences biologiques de la dose délivrée qui atteignent 200, 250, 300 Gray. Vous voyez que c'est complètement un autre monde qui s'affranchit des résistances habituelles des cellules cancéreuses. Alors, elle n'est applicable à condition qu'on ne la délivre que dans un très petit volume et bien sûr avec cette très grande précision dont on parlera. Alors, un petit peu de langage, on parle de radiothérapie en conditions stéréotaxiques que vous pouvez voir. En fait, c'est une radiothérapie hypofractionnée avec quelques fractions. On dit entre 3 et 10 fractions et on l'oppose un petit peu à la radiochirurgie et c'est clairement une seule séance. Alors, il y a plein d'appareils maintenant qui proposent cette technique de très, très haute précision. On peut utiliser des accélérateurs linéaires que vous connaissez peut-être, que vous voyez sur votre gauche, qui sont des accélérateurs modernisés avec une précision mécanique extrêmement importante, avec des collimateurs pour préciser, pour collimater le faisceau de façon comme un faisceau laser sur la zone à traiter. Donc, il y a de plus en plus d'accélérateurs qui ont ces capacités techniques. Alors, ils ont aussi une certaine polyvalence parce qu'ils peuvent traiter les autres localisations. Et puis, à côté de ça, nous avons des appareils complètement dédiés à la radiothérapie stéréotaxique. Et en premier lieu, c'est le CyberKnife. CyberKnife que vous voyez ici. Donc, je vais vous montrer un petit peu en mouvement. Donc, ici, vous avez cette petite vidéo. En fait, c'est un bras vous savez, qui écrivait Picasso là sur la pub des voitures sur lesquelles on a greffé un accélérateur linéaire extrêmement puissant et extrêmement précis qui est capable d'irradier la lésion, ici une lésion pulmonaire, avec un système de collimation, avec des petites lames, vous voyez, qui peuvent prendre la forme que l'on souhaite pour être extrêmement près et se concentrer cultive en temps réel les mouvements de la lésion, et par de lésions pulmonaires qui bougent avec la respiration dans des incidences extrêmement différentes. Un petit exemple, parce que c'est vaste à vous présenter, mais ici, vous voyez toutes les zones que l'on peut traiter. La tête, hein, bien sûr, dont on parlera, qui a été la première localisation dès les années 50. Le poumon, qui est un petit peu la localisation qui explose un petit peu. Alors, métastase, ça veut dire de cellules tumorales issues d'un cancer qui peut être bien sûr ailleurs que le poumon, qui peut venir du côlon, du rein, etc., et qui va se greffer dans le poumon. Avec cette radiothérapie en conditions stéréotaxiques, on va pouvoir, alors les gens disent brûler, hein, on ne brûle pas, mais on va détruire cette lésion de façon extrêmement précise sans abîmer le poumon qui est autour. On peut irradier les métastases osseuses dont je vous montrerai et les métastases hépatiques. Globalement, on peut irradier n'importe quel endroit du corps humain. Pour faire simple, sur les résultats, hein, on ne va pas faire la revue de la littérature aujourd'hui, on voit un petit peu les principales localisations traitées. Quand on regarde un petit peu le taux de contrôle local, on est exactement identique à ceux de la chirurgie.
On est, vous voyez, autour de 92% pour le cerveau, 94% pour le poumon, 100% pour le foie, 96%. En fait, on est comme la chirurgie pour des lésions, et c'est important à retenir, qui ont une taille entre quelques millimètres et 3 centimètres. 3 centimètres, retenez, pour l'instant, c'est la taille en-deçà de laquelle on a ces très très bons chiffres, et au-delà, on diminue un petit peu le taux de contrôle local, et vous le voyez sur la partie gauche, on est plutôt à 70%, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important, 80% dans l'os. À côté de ça, on parlait tout à l'heure de balance bénéfice-risque. Vous voyez que le taux de complication de cette radiothérapie est extrêmement faible. Les taux de grade 3, c'est, on voit, alors c'est rouge, ça fait mal, etc., sont très bas, hein, inférieurs à 5% pour le cerveau, 2-3% pour le poumon, moins de 5% pour l'os. Et vraiment, l'enjeu de cette technique, c'est cet excellent rapport entre une efficacité en fait, chirurgicale, hein, radiochirurgie, et une toxicité, une tolérance qui est extrêmement bonne. Quelques exemples d'une radiothérapie métastatique osseuse, c'était le sujet un petit peu aujourd'hui. Alors là, vous avez l'exemple en fait d'une métastase vertébrale, du corps vertébral. Alors sans être spécialiste, vous voyez à gauche, tous les traits bleus, en fait, ce sont les traits d'irradiation qu'utilise le robot. Là, c'est une irradiation par le CyberKnife. Il peut utiliser 60, 80, 100 faisceaux unitaires. Il va se concentrer pour sculpter la dose, vous voyez en rouge et puis le trait un petit peu vert, autour du corps vertébral, de façon très, très homogène. Vous voyez que c'est complètement rouge. La couleur correspond à la dose, tout en préservant l'organe le plus embêtant pour le radiothérapeute, bien sûr, c'est la moelle épinière. Vous voyez qu'on arrive à faire le tour, à faire des irradiations concaves autour de la moelle épinière, donc de délivrer des doses extrêmement fortes dans l'os, stériliser l'os, ce qui va permettre de détruire la tumeur, de laisser les ostéoblastes renforcer l'os, de reconstituer une sorte de vertèbre et bien sûr de lutter contre la douleur. Un autre exemple ici, vous voyez, pour délivrer entre 3 séances de 9 degrés ou 5 séances de 6 degrés, donc hypofractionné, avec cette lésion du corps vertébral qui tourne un petit peu sur l'apophyse transverse. C'est très compliqué, voire impossible à irradier en radiothérapie classique. On voit que le robot permet complètement de tourner autour de cette vertèbre, de l'irradier de façon extrêmement précise, tout en protégeant toujours cette moelle épinière qui est vraiment le cauchemar du radiothérapeute. Et on voit sur les images en haut à droite le nombre de faisceaux qui se concentrent sur le corps vertébral pour protéger tout le reste et vraiment donner la dose la plus forte dans cet os. Je vous ai mis un autre exemple qui est assez maintenant de plus en plus fréquent, c'est le foie, les irradiations de métastases hépatiques qui sont fréquentes. Vous voyez, toujours en 3 séances ou en 4 séances, on arrive à protéger le foie sain qui des fois a déjà et a subi les médicaments, la chimiothérapie, donc il faut absolument protéger. Et on concentre ces rayonnements, c'est vraiment une cible, hein, c'est d'où le terme de traitement ciblé, avec à 2 mois des résultats qui sont assez intéressants. Alors, radiothérapie cérébrale, c'est l'origine de cette radiothérapie stéréotaxique. Ça a mauvaise presse parce que les premiers appareils qu'on utilisait, du fait de la nécessité, de la nécessaire précision qu'on devait utiliser, on utilisait des cadres stéréotaxiques que l'on vissait directement dans la boîte crânienne, ce qui imposait, ce qui était quand même assez délicat, voire assez effrayant pour le patient. Et les progrès actuels de l'imagerie en cours d'irradiation permettent d'utiliser des masques, vous voyez ici en bas à gauche. En fait, ce sont des masques thermoformés en plastique qu'on va mouler autour du visage du patient, l'immobiliser, et en fait, on récupère éventuellement les tout petits mouvements qu'on peut encore avoir sous ce masque avec la qualité d'imagerie en temps réel. Le robot s'adapte, et si le patient bouge un tout petit peu, soit il adapte son faisceau, soit il coupe le faisceau pour obtenir vraiment la cible extrêmement précise. Le nombre de lésions que l'on peut traiter initialement, c'était entre 1 et 3. Maintenant, avec les nouvelles techniques, on peut aller jusqu'à une dizaine de localisations cérébrales. C'est pas trop le nombre de localisations qui importe, c'est plutôt le volume de la lésion que l'on traite par rapport à l'ensemble du cerveau. La V12, alors c'est le volume qui reçoit 12 degrés, ne dépasse pas 10 cc. Donc, vous voyez que c'est quand même, il faut que ce soit, si on fait 10 séances, 10 petites lésions, il faut qu'elles ne soient pas trop grosses, avec ce couperet
qui reste valable au niveau cérébral comme au niveau pulmonaire, etc., qui est à peu près 3 cm. C'est-à-dire qu'on a un contrôle local qui est largement supérieur à 90%, voire 95% quand on est en dessous de 2 cm, 80% en dessous de 3 cm, et on perd en contrôle local au-delà. C'est plus du domaine de la radiochirurgie, enfin de la chirurgie plutôt que de la radiochirurgie pour des tumeurs un petit peu importantes. Bien sûr, tout ça s'intègre dans des patients sélectionnés. Alors, on a l'impression toujours, quand on vous montre des techniques, que c'est un petit peu miraculeux, que ça… Non, chaque technique, il n'y a pas de concurrence entre ces techniques. Chaque technique, en fait, est complémentaire des médicaments, de la chimiothérapie, d'autres techniques de radiothérapie, de la chirurgie. Et tout ça se décide en réunion de concertation pluridisciplinaire avec tous les médecins qui s'intéressent au cas pour que ça soit vraiment cohérent, qu'il n'y ait pas de compétition et que chaque technique soit vraiment attribuée au meilleur cas. Voilà un exemple d'une belle réussite pour un carcinome épidermoïde, c'est un cancer du poumon qui a fait une métastase cérébrale. Vous voyez qu'à 8 mois, la lésion a totalement disparu. Ça, c'est un autre élément que vous devez connaître, c'est qu'en radiothérapie en conditions stéréotaxiques, l'évaluation, il faut prendre du temps, il faut être patient. Souvent, à 2-3 mois, on a une petite augmentation de la lésion qui est due à l'inflammation de la radiothérapie. Il ne faut pas s'en inquiéter, les médecins connaissent bien ça. Et c'est plutôt les scanners ou les IRM que l'on fait à 5-6 mois, voire même à 9 mois. Moi, je revois les patients que j'ai irradiés plutôt à 6 mois pour les lésions cérébrales et à 9 mois pour le poumon, pour laisser le temps à la radiothérapie d'agir et d'agir avec le temps, encore une fois. Donc, pas de précipitation sur l'évaluation. Voilà, j'ai fini cette très courte présentation. Vous voyez que la radiothérapie en conditions stéréotaxiques, elle vient la concurrence n'existe pas, mais on va dire en parallèle avec les actes chirurgicaux. Alors, la chirurgie a fait beaucoup de progrès, c'est des actes minimalistes, mais il y a un vrai intérêt pour ces lésions toutes petites de proposer une radiothérapie qui n'est pas du tout agressive par rapport à un acte chirurgical qui peut être un tout petit peu plus, un petit peu plus agressif ou un petit peu plus délabrant. Voilà, j'ai fini cette présentation. Je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Alors, il y a beaucoup de questions déjà sur l'onglet questions. Je vous invite d'ailleurs à poursuivre leur rédaction pour qu'on puisse répondre au fur et à mesure à certaines. Alors, une première directement autour des métastases cérébrales et pour reprendre plusieurs questions sur le fil. Donc là, on a vu l'exemple d'une métastase unique qui est traitée. Est-ce qu'on peut faire, finalement, s'il y a d'autres métastases dans le temps qui peuvent revenir, est-ce qu'on peut revenir faire d'autres traitements stéréotaxiques dans le cerveau? Et puis, globalement, il y a aussi des questions sur est-ce qu'il y a une dose limite à pas dépasser? Est-ce que de temps en temps, et qu'est-ce qui fait que vous faites éventuellement une radiothérapie de tout le cerveau? Et voilà, comment est-ce qu'on informer sur ces questions-là? C'est une très bonne question. Première chose, c'est que quand est apparue la radiothérapie en conditions stéréotaxiques, on a découvert qu'on pouvait multiplier l'irradiation à partir du moment où on irradiait des petites lésions. Et globalement, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'addition. Vous savez que le corps humain garde en mémoire en fait les zones qui ont été irradiées. Ça, c'est un élément important. Donc, en fait, à chaque réirradiation, on va reprendre les irradiations précédentes, on va refaire une dosimétrie cumulative pour calculer la dose qu'a reçue la totalité du cerveau. Mais en fait, le cerveau en fait est constitué de plein de zones extrêmement différentes qui peuvent avoir des doses limites différentes. On peut avoir le chiasma, l'œil, etc. Donc, le métier du radiothérapeute et du physicien médical, c'est de voir jusqu'où on peut aller sans dépasser ces contraintes à partir desquelles le risque serait trop important par rapport aux bénéfices. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'on a bien montré que quand on fait une radiothérapie en conditions stéréotaxiques, ça n'obère pas la possibilité de proposer malheureusement, en cas de progression importante de la maladie au niveau cérébral, une irradiation de l'ensemble de l'encéphale. Et donc ça, c'est assez important pour le patient. C'est-à-dire que ça n'empêchera pas un jour, si malheureusement la maladie évoluait de façon importante, de faire cette irradiation de l'ensemble de l'encéphale. Juste un petit bémol aussi, c'est que ce qui est bien comprendre en cancérologie, ce qui fait, je crois, que la richesse de notre métier, c'est que ce n'est pas une technique contre les autres.
c'est que bien sûr, cette radiothérapie stéréotaxique s'intègre dans un traitement souvent systémique, maintenant l'immunothérapie, l'hormonothérapie, et donc c'est une stratégie d'ensemble. On voit par exemple pour des cancers du poumon qui ont une mutation ALK, dont vous avez peut-être parlé, qui ont souvent des mutations cérébrales, des métastases cérébrales. Le médicament lui-même a une action au niveau cérébral qui était peu connue du traitement médicamenteux. Et donc, c'est une discussion avec l'oncopneumologue, avec l'oncologue médical pour dire, là, je laisse le médicament agir. Là, il y a peut-être des zones qui deviennent résistantes. Je vais proposer une radiothérapie en conditions stéréotaxiques. Vous voyez, ce n'est pas dans son coin. C'est vraiment une discussion collégiale. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a des questions sur les doses et les volumes. Est-ce qu'il y a des tailles de tumeurs au-delà desquelles on ne peut pas irradier et des doses maximales que le corps ne peut pas recevoir ou qui ont été montrées dans les études, ce qui serait peut-être pas bénéfique, voilà. Tout à fait. Donc, chaque organe a des doses maximum qu'on ne peut pas dépasser. Ça s'appelle des contraintes dosimétriques et ce sont des ABAC qu'utilise le radiothérapeute pour accepter ou pour adapter le traitement à chaque dosimétrie. On prend en compte aussi le patient ou la patiente, bien sûr. Tous les patients ne sont pas tout à fait égaux vis-à-vis de la radiothérapie, comme vis-à-vis de la chimiothérapie. Et vous avez des pathologies bien connues, sans rentrer dans le détail, par exemple les gens qui sont diabétiques, etc. Il y a des maladies dont on sait qui favorisent un petit peu les complications de la radiothérapie. Et donc, on en tient compte, bien sûr, pour ne pas dépasser une certaine dose chez ces patients qui sont plus fragiles. Voilà. La taille de la tumeur, je crois qu'il faut retenir à peu près 3 cm comme étant une taille raisonnable, au-delà de laquelle on baisse beaucoup en termes de contrôle local et peut-être que la radiothérapie stéréotaxique est un tout petit peu moins indiquée. Alors, une autre question concernant peut-être les métastases os, parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont des métastases dans les vertèbres, dans les différents os. La première est déjà, si j'ai des métastases dans plusieurs vertèbres, est-ce que dans la même séance, on peut traiter ces différentes vertèbres? Et autre question, est-ce qu'il y a toujours une association radiothérapie de la vertèbre, cimentoplastie, ou ça peut être vraiment deux choses complètement différentes dans le temps ou dans la proposition que vous faites? Alors, sur le plan technique, on peut traiter plusieurs cibles en même temps. Il faut que ça soit raisonnable. En fait, la réponse, c'est surtout, il faut que ça ait un sens au point de vue stratégique pour le patient donné. Si vous avez 10 localisations vertébrales, ça n'a pas de sens de faire 10 stéréotaxies. Ce sera beaucoup plus simple de faire une radiothérapie classique qui aura le même effet et qui sera beaucoup plus simple pour le patient qui va l'immobiliser moins souvent. Donc, oui, techniquement, on peut le faire, mais en pratique, il y a une réflexion quand même sur le nombre de lésions, puis où elles sont situées. Si elles sont contiguës, peut-être que c'est plus simple de faire un seul champ d'irradiation. Sur votre deuxième question, c'est une très bonne question dont on n'a pas vraiment la réponse. En fait, chaque technique, la cimentoplastie, en fait, a une action essentielle mécanique de solidifier la partie mécanique, par exemple, de la vertèbre, et puis, secondairement, permet en chauffant d'avoir une certaine action antitumorale. La radiothérapie, c'est exactement l'inverse, a une action première antitumorale, mais le fait qu'elle détruise les cellules tumorales va permettre aux cellules normales de refaire de l'os et donc secondairement de reconstituer l'os. Et donc, en fonction du risque fracturaire, en fonction de la localisation de la vertèbre, etc., on peut proposer l'une, l'autre ou les deux associés en fonction de ces risques et fracturaires et de la douleur, voire de la possibilité de retourner éventuellement dans un second temps en fonction de la localisation. Donc, il n'y a pas de solution toute faite, c'est vraiment on adapte en fonction du patient et de la localisation. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez juste rappeler pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est que la cimentoplastie, ce que c'est exactement? Et alors après, il y a une autre question qui est quelle est la différence entre ce qu'on appelle radiothérapie préventive, curative, palliative? Si vous pouviez nous expliquer toutes ces différences, s'il vous plaît. On a l'après-midi, Oriane, c'est ça?
La cimentoplastie, c'est un acte de radiologie interventionnelle. Donc, c'est un radiologue qui réalise cette cimentoplastie sous contrôle en général d'un scanner, va introduire, on va faire le cas le plus simple qui est une vertèbre, va introduire un trocar, donc une petite aiguille dans cette vertèbre et va remplir le creux, la lise créée par la métastase d'un ciment qui est chaud et qui va se durcir en se refroidissant et qui, en fait, a une action extrêmement rapide sur la douleur. Ça va reconstituer une sorte de vertèbre en remettant la vertèbre, en la durcissant. Et le simple fait de reconstruire, de la durcir, va réduire énormément la douleur. Comme ça chauffe, il y a un petit effet antitumoral dont je vous parlais, mais ce n'est pas l'effet essentiel. L'effet essentiel, c'est vraiment le renforcement mécanique de la pièce osseuse qui a été cimentoplastée. Alors, radiothérapie curative, préventive, etc. Alors, c'est les mêmes rayons. Tout ça, c'est des rayons X maintenant. Il n'y a plus de… Marie Curie faisait de la cobaltothérapie, ça n'existe plus. En fait, c'est une définition qui s'adapte au moment dans la stratégie thérapeutique à partir du moment où on propose. La radiothérapie préventive, c'est souvent une radiothérapie qui, dans le cas par exemple, du cancer, de certains cancers, vont traiter la lésion, mais aussi les aires ganglionnaires de drainage pour éviter que la maladie sorte de ces ganglions et aille faire des métastases. Ça peut être une radiothérapie préventive, c'est essentiellement ça en fait. Curative, c'est par définition une radiothérapie qui va traiter, guérir, dont l'objectif est réellement de détruire la maladie, de guérir le patient, plus généralement. Palliative, c'est une radiothérapie dont l'objectif est le symptôme, que ce soit un symptôme qui peut être la douleur, et ça marche extrêmement bien. Ça peut être un symptôme qui peut être un saignement. Là, on parle de radiothérapie hémostatique. Et la radiothérapie est souvent utilisée, par exemple, dans les cancers de la vessie, dans les cancers gynécologiques, pour arrêter un saignement qu'on ne peut pas arrêter. Et ça marche plutôt très bien. Ça peut être aussi une compression respiratoire, ce qu'on appelle les sondes caves supérieures. Et donc, la radiothérapie va réduire les difficultés respiratoires. Voilà. Donc, c'est des moments différents proposés dans l'évolution, dans le processus de prise en charge du patient. Merci beaucoup. Alors, une question un peu globale sur finalement les effets secondaires de cette radiothérapie, avec deux exemples concrets. Une patiente là, qui a reçu pas mal de rayons sur les vertèbres et puis au niveau du sternum et qui décrit un inconfort au niveau de l'œsophage, voilà, des douleurs à ce niveau-là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut… vous avez parlé un peu de l'inflammation qui peut se faire autour du traitement d'une métastase. Et donc, par exemple, dans le cerveau, est-ce qu'on peut… est-ce qu'il y a des sensations, voire même une gêne. Là, une personne décrit une sorte de petite paralysie. Est-ce que ça peut s'améliorer dans le temps? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ces effets-là? Alors, à chaque organe a sa tolérance et ses effets secondaires. Sur l'os, il faut bien comprendre que quand on fait une séance, mais en général, on fait 2, 3 séances, alors ça, c'est la sérotaxie. Souvent, la première séance va réveiller un petit peu la douleur. Donc ça, je préviens souvent les patients que l'inflammation créée par la première séance va réveiller un petit peu la douleur que le patient avait, puis les séances suivantes, ça va diminuer. Là, on dit globalement que la diminution de la douleur intervient à peu près une semaine, 10 jours après la radiothérapie. La destruction tumorale, c'est quelques semaines et la réossification de l'os, c'est quelques mois. On montre un petit peu. En fonction de l'organe qui est situé juste à côté du volume irradié, vous parlez de l'œsophage pour un sternum, on va effectivement irradier un petit peu, mais il faut savoir, et les gens qui ont bénéficié de la radiothérapie savent qu'avant toute radiothérapie, aujourd'hui, il y a un scanner dosimétrique, à partir duquel on va modéliser en 3 dimensions le patient dans un ordinateur, le traiter de façon virtuelle. Donc, avant que le patient ou la patiente ne reçoive la moindre irradiation, on sait exactement quelle dose reçoivent les organes tout autour, avec des limites bien connues. Et on va pouvoir prévenir autant que possible
le patient, la patiente, que l'œsophage n'est pas loin, il y aura une petite dysphagie, mais que cette dysphagie va disparaître dans les jours à venir, il ne faut pas s'inquiéter. Le cerveau, c'est très particulier. Le cerveau est très particulier parce que, comme je vous disais, en fonction de l'endroit où est la lésion et que l'on va traiter, les symptômes neurologiques peuvent être extrêmement différents. Si vous êtes dans une zone motrice, effectivement, vous pouvez avoir l'apparition d'un déficit, d'une hémiparésie, d'une difficulté. Souvent, c'est dû à l'œdème, à l'inflammation, qui se traite par des corticoïdes, par des anti-inflammatoires et qui disparaissent très très vite. Quelquefois, la lésion elle-même a abîmé cette partie du cerveau. Il faut imaginer que la lésion, le nodule, a pu abîmer une terminaison nerveuse et que la radiothérapie ne va qu'accentuer cette lésion et que malheureusement, on peut avoir des déficits qui peuvent être définitifs par l'association des deux. Et puis, il y a un effet un peu plus général de la radiothérapie cérébrale. La boîte crânienne, c'est une boîte qui est fermée. Dès que vous mettez un petit peu d'œdème dans la tête, le cerveau est un petit peu écrasé par la boîte crânienne et il y a ces effets d'hypertension intracrânienne qui se manifestent par des céphalées qui peuvent être très importantes, des nausées, des vomissements, qui sont indépendants de l'endroit que l'on traite. Et là, il faut bien sûr prévenir très rapidement son radiothérapeute qui va prescrire des corticoïdes et en général, ça cède très très vite, en quelques heures, mais il faut intervenir rapidement pour pas que le cerveau soit écrasé, entre guillemets, sur la boîte crânienne. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez montré des techniques extrêmement innovantes, performantes. Est-ce que ces appareils et ces techniques sont accessibles? On a des patients qui sont sur toute la France, quelles que soient les régions et quels que soient les centres. Est-ce qu'il y a des ponts entre les centres, puisque nous parliez de RCP, justement pour que tous les patients puissent bénéficier de ces techniques innovantes? Oui, c'est aussi une très bonne question. On parle de maillage territorial de ces techniques. Aujourd'hui, il faut être rassurant. Globalement, en France, tous les patients peuvent bénéficier d'une radiothérapie en conditions stéréotaxiques. C'est extrêmement diffusé. En tant que président de la CFRO, mais j'étais président avant de l'association de formation des radiothérapeutes depuis 5 ans, 6 ans, on a formé quasiment tous les radiothérapeutes, les plus âgés, ceux qui n'étaient pas formés, les jeunes sont formés de fait à la radiothérapie stéréotaxique. Et il ne faut pas s'attacher, ce qui est important pour les patients qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à une machine. À partir du moment où un radiothérapeute vous propose une radiothérapie en conditions stéréotaxiques, toutes les machines font la même chose. Il ne faut pas s'inquiéter qu'on ne vous propose pas le CyberKnife, le Gamma Knife. Si on vous propose une stéréotaxie, c'est qu'on a l'accélérateur qui fait au final la même technique sur le cerveau que ferait une autre technique. Donc, ne vous inquiétez pas pour la machine. Si on vous propose cette technique, on le fera dans de très bonnes conditions à peu près partout en France. Alors, on arrive bientôt au terme du temps qui nous était imparti et je voudrais vous proposer cette dernière question pour conclure ces échanges qui étaient vraiment très intéressants et je pense très instructifs. On a une question sur est-ce qu'il y a de la recherche clinique, des essais en radiothérapie voilà, qui en parle? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez développé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette partie-là de recherche? Alors, c'est encore une très bonne question. La radiothérapie était un tout petit peu, mais comme la chirurgie, le parent pauvre de la cancérologie, parce que tout était axé sur les médicaments. C'était beaucoup plus simple d'essayer des médicaments que des techniques comme ça. Et en fait, ça a changé beaucoup. C'est-à-dire que d'abord, il y a une explosion, alors j'appelle ça une révolution des techniques de radiothérapie depuis à peu près une quinzaine d'années, qui bénéficient en fait de la révolution informatique, essentiellement. Donc, on a des appareils extrêmement pointus. Mais au-delà des appareils, parce qu'encore une fois, l'appareil change, c'est pas l'appareil qui fait tout. Il y a eu une recherche en radiobiologie, en radiophysique. Il y a eu beaucoup de recherches alliées à l'imagerie. On utilise maintenant beaucoup de PET scanners, d'IRM, etc. Parce que c'est bien de pouvoir viser, mais encore faut-il viser la bonne chose. Et les progrès de l'imagerie ont permis de faire évoluer beaucoup la radiothérapie. Et donc la radiothérapie, il y a beaucoup de recherches. Alors aujourd'hui, les thèmes de recherche les plus importants, c'est l'association
entre la radiothérapie et l'immunothérapie. Vous savez que la radiothérapie explose les cellules tumorales, vont permettre de présenter les systèmes antigéniques tumoraux beaucoup plus facilement aux lymphocytes, au système immunitaire. Et si vous mettez un médicament qui, par ailleurs, renforce ces systèmes immunitaires, eh ben, vous gagnez. C'est-à-dire que vous avez une action sur la maladie que vous avez irradiée, mais aussi sur l'ensemble du corps. C'est un peu la vaccination favorisée par l'association de cette radiothérapie de l'immunothérapie. Donc ça, c'est un petit peu un des thèmes les plus importants actuellement. Merci beaucoup. Alors, toutes les questions que vous nous disiez, c'est des bonnes questions. Alors, c'est des questions qui viennent des auditeurs. Donc, voilà. Merci en tout cas pour vos très bonnes réponses rassurantes, pratiques et très précises. Et à très vite. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.